3 fois par les médias français et étrangers. Oui, mais donc je suis désolé, mais on a prévu pour faire 1 heure du temps. Je suis très reconnaissant du temps que vous nous accordez. C'est très apprécié. Il y a encore beaucoup de questions, mais malheureusement, on ne peut pas finir. Et vous êtes tous les deux des hommes très occupés. On ne veut pas abuser de votre gentillesse non plus. Dernière question, Arthur est là, il pourra aussi peut-être avoir une question posée. Mais pourquoi y a-t-il des bases militaires en Afrique? Et quelles sont donc les raisons justifiant leur présence sur le continent, Monsieur Normand? Alors là, je peux répondre parce que ce sont des bases. Enfin, il n'y a pas que des bases françaises. Hein. Par exemple, à Djibouti, il y a une base japonaise, une base chinoise, une base italienne et une base américaine. Et les Russes veulent faire une base au Soudan. Mais il y a effectivement 4 bases françaises, hein, une en Côte d'Ivoire, une au Gabon, et l'autre à Dakar. Il y en a 3 et peut-être. Non, il y a plus de 4 bases. Non, il n'y en a pas plus que 4. Enfin, en comptant Djibouti, il y en a 4 ou 5. Il n'y en a pas plus que ça. Et Dakar, Abidjan et Libreville. Voilà, c'est les 3 principales. Alors, moi, je suis pour la fermeture de ces bases, mais l'armée française hésite à les fermer. Le président Macron a décidé de les conserver, essentiellement pour 2 raisons, parce que les chefs d'État de ces pays, je pense au Sénégal, au Gabon et à la Côte d'Ivoire, souhaitent conserver ces bases parce que ça permet de développer une coopération avec leur propre armée. Il y a des entraînements communs, des formations communes. Et d'autre part, l'intérêt pour la France, c'est essentiellement en cas de crise, c'est plus facile d'évacuer les ressortissants français s'il y a une présence militaire française permanente sur place. Mais ces raisons ne sont pas fondamentales. Je pense qu'on pourrait fermer ces bases françaises sans inconvénient pour la France. C'est sans doute ce qu'on va faire. Mais pour l'instant, ça n'a pas été décidé. Le président Macron a simplement décidé une demi-mesure qui était d'ouvrir ces bases, de les faire mixtes avec les armées nationales, d'après ce que j'ai compris. Mais c'est une demi-mesure. Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison, dans la mesure où c'est mal compris. Alors, le cas de Djibouti est différent puisque tous les pays ou presque veulent avoir une base à Djibouti. C'est pas pour l'Afrique, c'est pour surveiller le détroit de Bab el-Mandeb, dans lequel traversent des pétroliers, et c'est en face également du Yémen qui est déstabilisé. Donc ça vise plutôt le Moyen-Orient lorsqu'on est à Djibouti. Et également, les Américains utilisent leur base de Djibouti pour envoyer des drones armés et des missiles sur les Shebab, n'est-ce pas? Il y a des forces spéciales américaines à Mogadiscio qui aident l'armée somalienne. Et malgré ça, vous voyez bien que les Shebab, les djihadistes de Somalie, ne disparaissent pas loin de là. Ils contrôlent une bonne partie du territoire. Ouais. Oui, docteur Niamsi, quand je dis 4 bases dans un pays, il peut y avoir plusieurs bases, comme au Tchad par exemple, donc je multiplie cela, mais vous avez raison, il y en a que 4 ou 5. Oui, docteur Niamsi, pourquoi donc les bases militaires en Afrique, qu'est-ce qui justifie cela? Mon cher monsieur Migaud, la réponse de monsieur Normand est largement insuffisante et elle est très étonnante pour quelqu'un qui a l'expérience diplomatique qui a été la sienne. Il y a une expression qui vous dit tout. Pendant longtemps, on a appelé et on continue à appeler les pays africains francophones, anciennes colonies françaises ou anciens territoires sous tutelle française, on les appelle le pré-carré. Oui. Et dans cette expression, il y a quelque chose d'important, c'est le carré. Maintenant, on voit quand même le pré, parce que le pré, il est fait pour les troupeaux qui doivent brouter. Hein? Mais le carré, c'est la clôture du troupeau, n'est-ce pas? C'est du passé, c'est ancien. Alors, donc, le carré, c'est en fait la position des bases militaires. Si vous tracez, mais ce n'est pas un carré parfait, mais si vous tracez une figure géométrique de Libreville, où il y a les forces françaises, jusqu'à Djibouti, puis de Djibouti à Dakar, puis de Dakar à Abidjan, et que vous refermiez la figure, vous avez un carré. D'accord? C'est ça qu'on a appelé le pré-carré. C'est-à-dire, en fait, l'encerclement géostratégique des anciennes colonies françaises d'Afrique, du plus grand nombre d'entre elles, afin d'en assurer la sécurité. On a parlé pendant longtemps, et la France n'a pas encore renoncé à cela, de gendarme de l'Afrique. Mais pour gendarmer, il faut entourer, il faut encercler. Ouais. Il n'y a pas que 4 bases militaires françaises en Afrique. Il y a 4 principales bases. Et celles-là, on les appelle souvent les forces françaises au Gabon, les forces françaises en Côte d'Ivoire, les forces françaises au Sénégal, les forces françaises à Djibouti, les forces françaises à Libreville. D'accord? Mais
Mais il y a des bases intermédiaires. Bon, Il y a- je vais m'arrêter là. Bon. Bonjour à tous. Djubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis un authentique panafricain, un africain, enfin panafricain convaincu, excusez-moi. Et je suis seulement accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. Je fais cette vidéo parce que j'ai vu là il y a 2 jours, en fait, je crois que le frère qui fait ça, il est tchadien, je crois, il est du Tchad, et donc il a sa plateforme, il a sa chaîne, et puis il a invité donc le professeur Niamsi, hein, Franklin Niamsi, et puis un ancien diplomate français, qui s'appelle Nicolas Normand, hein, si je ne me trompe pas. Et Nicolas Normand, il a été ambassadeur de France dans différents pays africains, dans plusieurs pays, notamment le Sénégal, le Mali, et puis la Gambie, quelque chose comme ça, voilà. Puis d'autres, hein, en tout cas plusieurs pays. C'est impressionnant. Alors, beaucoup vont être surpris, hein, c'est-à-dire qu'en fait, là, j'ai pris fait de cause pour le professeur Niamsi. Mais le professeur Niamsi, comme j'ai toujours dit, en réalité, je ne mets pas en cause sa qualité intrinsèque. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très brillant, en tout cas, comment dire, intelligent, cultivé et tout. Mais je lui dis, mon problème avec lui, c'est Guillaume Soro, et ça va demeurer, clairement. Et d'ailleurs, quand je fais des vidéos, comme j'adore la réflexion, c'est que je vois là, justement, cette situation-là, elle est sujet à réflexion, mais une réflexion profonde et hyper intéressante, au sens où, en fait, lui, il est le porte-parole de Guillaume Soro, il est l'homme à penser de Guillaume Soro, il est le conseiller de Guillaume Soro, et moi-même je l'ai surnommé le griot de Guillaume Soro. C'est là-dessus que lui et moi, on ne pourra jamais être d'accord, voilà. Et puis, les gens qui nous suivent aussi, enfin je veux dire, il y en a certains qui vont camper sur leur position en disant que on le soutient même si il a ses problèmes avec eux, enfin même s'il soutient Guillaume Soro, donc on le soutient, alors que non. Là, quand c'est comme ça, je parle d'intégrité morale, parce que Guillaume Soro, il a du sang des Africains sous les mains. Des Ivoiriens en particulier. Voilà, c'est ainsi que je dis, à partir de là, ce garçon, il doit prendre sa retraite politique. C'est dans la moindre mesure. Autrement, il se constitue prisonnier à la CPI. C'est tout. Il a assez fait de mal comme ça. Donc on ne va pas continuer une fuite en avant et passer en perte et profit ceux qui sont morts. Et je vous rappelle que moi, je considère que la vie humaine est sacrée. Et à partir de là, dès qu'il y a un mort, un seul mort, terminus, tout le monde descend. Si ça dépendait que de moi, hein, mais comme ça dépend de moi, donc voilà, je fais avec. Mais autrement, je vous dis, si on demande à chacun, et puis je pense que je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de gens, heureusement, qui ont cette valeur-là, Vous comprenez? Donc là, en fait, c'est extraordinaire. Alors, je vous encourage vivement à regarder. Bon, alors, ceux qui sont pressés, hein, je dis toujours, vous allez aller sur YouTube et vous allez taper Dr Franklin Niamsi et Nicolas Normand. Voilà, vous tapez ça sur YouTube et vous allez retrouver. Hein? Donc, ils sont là, comme ça, interrogés, hein? Chacun chez soi, sauf que, bon, c'est son choix aussi, hein, où elle a dit que c'est pour des problèmes techniques, mais il y a juste la photo là, du diplomate français, hein, Nicolas Normand, qui est affichée, alors qu'il aurait pu s'afficher, parce que je trouve que c'est plus intéressant pour tout le monde. Hein. Voilà. Or là, bon, je suis sûr qu'il va prétexter comme quoi, enfin, il va argumenter comme quoi, c'est indépendant de sa volonté. Ça reste à voir, Bon. Je suis désolé, non, parce qu'aujourd'hui, surtout des gens comme ça, qui sont très qualifiés, qui ont les moyens, donc voilà. Par contre, ce que je dénonce, moi, je crois que c'est volontaire de sa part, c'est-à-dire ne pas apparaître. Du coup, on voit que sa photo. Or, vous êtes d'accord avec moi que quand on voit que ta photo, c'est pas la même chose que quand on te voit directement, parce qu'il y a l'inconscient qui s'exprime, et là, on peut apercevoir, alors que ta photo, elle reste figée. Voilà, comprenne qui veut, comprenne qui peut, voilà, on avance. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que c'est extraordinaire, je vous dis, vous allez voir, le professeur Niamsi, pour ce face-à-face-là, ben, il est au-dessus, voilà, il est au-dessus, c'est-à-dire que mention très bien, voilà, il a toutes les mentions, alors que l'autre diplomate qui dit qu'il est même maintenant, il est plus diplomate, c'est vrai, il dit donc il est chercheur, mais en fait, c'est l'élite française, mais c'est grave, ils sont pas prêts, et du coup, je dis à mes frères et sœurs africains, il faut savoir que l'élite française, il faut attendre des générations, attention, parce que eux là, mais la liberté s'arrache, ils vont pas la donner, ils vont pas lâcher un seul pouce. Alors, donc, en fait, je dis c'est tellement évident que je comprends pas pourquoi il y a des gens, bon, alors, toujours pareil, on en revient. Alors, la zone des aliénés, la zone des complexés, des corrompus. Je dis, mais si c'était pas ça, pourquoi on n'avance pas? Ma question c'est ça, hein. Il faut savoir que ce monsieur, intellectuellement, normalement, il a tous ses diplômes. Enfin, en tout cas, ça fait un bon niveau. Il est ingénieur agronome,
il a fait Normal Sup, et Normal Sup, en général, c'est des têtes. Enfin, quand je dis des têtes, je dis qu'en tout cas, ils ont un bon niveau intellectuel. Il a fait l'ENA, voilà. Donc, il a un bon cursus. Eh bien, c'est ça là où c'est grave. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, mais, vous voyez ces gens-là qui, eux, sont censés nourrir le peuple sur le plan intellectuel, eh bien, ils sont dans le mensonge. Et comme j'ai pour l'habitude de dire que, au-delà de l'empire du mensonge, non. Eux, le mensonge, il est érigé en religion. C'est leur religion, le mensonge. Donc, une fois que tu as compris ça, le reste, ça te surprend moins. En tout cas, moins en ce qui me concerne. Voilà. Vous comprenez? Je dis, moi, ma religion, c'est la vérité. Eux, leur religion, c'est le mensonge. Et que par conséquent, ben, ils tournent, c'est que le mensonge. Il se trouve que ça marchait pendant un temps. Là, on est arrivé au bout. Très clairement. Sauf que, si, ils le savent qu'on arrive au bout. Mais par contre, ils font ce que j'appelle la politique de la terre brûlée. Voilà. C'est-à-dire qu'eux, ils savent que c'est cuit pour eux. Donc, ils disent, bon, comme c'est cuit pour nous, eh ben, on va faire cuire tout le monde. Alors, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Bouya, on est très, très bon. Et là, le niveau est élevé, là. Attention, on y va. Écoutez, c'est un vrai plaisir de donner mon point de vue toujours dans ces situations-là. Pourquoi? Mais parce que je dis, en fait, c'est un mépris comme ça dont il fait preuve directement vis-à-vis du professeur Niamsi. Vous allez voir, ceux qui vont dépêchez-vous, allez voir, hein, ça dure 1h50 normalement l'émission. Voilà. Hein. Puis il y a un autre intervenant, il est docteur, je ne sais pas d'où il vient, enfin je ne sais pas de quelle origine, mais en tout cas, bon, il n'a pas beaucoup parlé. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il est fair play parce qu'il a vu qu'il avait deux personnalités là qui étaient des gens qualifiés, et puis aussi, surtout, le professeur Niamsi, Franklin Niamsi, qui, à chaque fois, il avait argumenté avec des pièces et puis c'est factuel. Et donc, franchement, je reste comme ça, je dis, monsieur, vous êtes qualifié, allez. Et puis, perdez plus votre temps. Hein. Simplement, Guillaume Soro, c'est là où, voilà, là, je vous ramène derrière. Voilà. Ben, je suis désolé. Bon, enfin bon. Là aussi, pareil, moi, j'ai fait concours d'honnêteté intellectuelle. Donc, il faudrait qu'on fasse la distinction. Je dis toujours que quand le professeur Niamsi, il combat Paul Biya, on est dans le même camp. Voilà. Mais quand il est avec Blaise Compaoré, il est avec Guillaume Soro, c'est là où je dis non, je m'éloigne. Donc là aussi pareil, il faut être honnête, voilà, c'est ça qui est fatigant. Il faut arriver à distinguer. Et donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que si j'étais quelqu'un de mauvaise foi ou machin et tout, vous voyez, j'allais remettre en cause sa qualité. Alors que non, pas du tout. Non, il est bon. Mais par contre, je me pose des questions sur le soutien à Guillaume Soro. Et dès lors que tu soutiens Guillaume Soro, alors que Guillaume Soro, il n'est ni plus ni moins qu'un soldat de la France-Afrique, même là, pour ne même pas dire surtout là, au XXIe siècle. Hein, enfin, je veux dire, en 2023. Bien entendu. Eh ben oui, Guillaume Soro, je vous dis, les services secrets français savent où il est. Bon, évidemment, les services secrets français, ils savent où tout le monde est. Quand je dis tout le monde, surtout la zone francophone. Là. Bon, mais cela dit, il y a des personnes qui sont surveillées beaucoup plus que d'autres, notamment par rapport à votre importance hein, dans la géostratégie, dans la géopolitique. Voilà, évidemment parce que leurs intérêts, ils y tiennent et c'est pour ça que voilà, ils vont vous surveiller et puis voir jusqu'où vous pouvez aller, très clairement. Bon, donc là aussi, c'est tout à fait naturel. Mais il faut en être conscient, c'est très important. Donc je dis, professeur Niamsi, qui est le griot de Guillaume Soro, c'est-à-dire le soutien de Guillaume Soro, le porte-parole de Guillaume Soro, eh bien, il est en confrontation ces dernières années avec l'établissement, avec le pouvoir politique français, hein, avec l'État français. Or, paradoxalement, celui-même qui est son mentor, lui, il est leur élève. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est hyper intéressant au niveau de la réflexion, au niveau de la configuration de la situation. Voilà. Et je dis même que ceux qui vont essayer de le défendre bêtement ou machin, lui-même, Franklin Niamsi, quand il regarde mes vidéos, je vous dis, dans son fort intérieur, le mec, il doit dire non, mais t'as raison. Mais évidemment, alors, si on se veut honnête intellectuellement, hein, on est d'accord, c'est ça, c'est ce terrain dans lequel je me place, moi. Vous voyez, les arguments que j'avance, il sait très bien. Hein. Donc, j'ai dit, ce qui m'a frappé, c'est à plusieurs occasions le mépris qu'avait M. Nicolas Normand là vis-à-vis du professeur Niamsi, qui lui-même l'a rappelé à un moment. Il a dit, écoutez, je peux moi aussi utiliser des termes, hein, mais sachez que je me garde, mais c'est pas parce que je n'ai pas la capacité. Voilà, et on le sait. Et d'ailleurs, je pense que lui étant docteur en philosophie, au point de vue de la langue, voilà, il maîtrise même beaucoup mieux, mais totalement. Non seulement il maîtrise mieux, mais en plus de ça, il a des arguments factuels. Il donne des exemples à chaque fois. Quand il dit, par exemple, Nicolas Sarkozy a dit un tel, M. Macron a dit telle chose. Quand il dit, le ministre des Affaires étrangères russe a dit telle chose. Et le président, comment on appelle ça, tchadien ou du Niger, voilà, a dit à Obama, il a vraiment été factuel et chronologique. Donc c'est impressionnant et c'est hyper intéressant. Voyez-vous, pour éclairer justement les auditeurs ou les téléspectateurs ou les
voilà, ceux qui suivent, voilà, c'est ça, c'est ça. Et du coup, ce à quoi ça me fait penser, je dis, mais moi qui vis dans ce pays depuis maintenant 40 ans, et au mois d'août prochain, ça fera 41 ans, j'ai dénoncé le fait que c'est très rare qu'ils organisent des débats contradictoires. C'est très très rare. Ils évitent au maximum. Mais on peut facilement comprendre pourquoi. Mais parce que, à partir du moment où ils sont dans la religion du mensonge, ben ça ne va pas avec. Mais bien entendu, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre des gens ben, qui vont faire semblant, qui vont tourner autour du pot. Voilà. Et là, ça fait leur affaire. Mais là, voyez-vous, un truc comme ça, moi, ce que je souhaiterais que ça se passe sur France 2 ou sur TF1. Voyez, parce que c'est pas la même chose. Hein. Là, on est sur Internet, donc le frère, je sais pas combien d'abonnés il a. Bon, même si c'est vrai que Internet est planétaire, mais toujours est-il que, comment dire, le frère là qui fait son truc, d'ailleurs, c'était relayé par Franklin Nyamsi lui-même, voilà, sous sa chaîne, là, voilà, ça va encore avoir une grande portée, puisque lui, il est beaucoup plus suivi. Comment est-ce que je veux dire? Alors que il n'est pas plus suivi que quand il y a les trucs de TF1, voilà, je veux dire, hein, TF1, France Télévisions, TV5, RFI, France 24, voilà, ces débats-là, qu'on les mette. Ah oui, ça aura de la gueule. Oh non, ils vont jamais faire ça. Et c'est après de là, je dis, bon, chers frères et sœurs, une fois que vous vous posez ces bonnes questions, hein, eh bien, vous avez compris. C'est-à-dire qu'on a la réponse. La réponse, c'est que je dis, comme ils sont menteurs, ils ne vont pas organiser. Parce qu'il n'est pas question d'éclairer le peuple. Non, il est question de l'embrouiller, il est question de l'endormir, il est question de le plonger dans l'obscurantisme en plein 21e siècle. On est là-dedans. Ils sont donc en décalage, l'élite française, les dirigeants français, avec le peuple français. Voyez-vous? Et comme ce sont des enfants gâtés, donc là, ils sont dans cette situation-là où le débat, plus que jamais, devait être ouvert. Mais non, ils n'ont pas envie. Mais toujours est-il qu'on va les y obliger. Et c'est pour ça que moi, très souvent, quand je vois que quelqu'un est honnête, je veux bien parler avec lui. Mais quand je soupçonne une espèce de malhonnêteté, je dis, j'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Ah oui, je préfère consacrer ce temps-là, même quitte à faire ma sieste. Voilà, pour vous dire, voilà. Donc, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Bouya! Voilà. Donc, ça donne quoi? Ça donne que le mépris. Par exemple, le professeur Nyamsi va lui dire, monsieur l'ambassadeur, et tout ça, tu vois, il y a beaucoup d'égards, beaucoup de, comment dire ça, courtoisie, voilà. Alors que lui, il dit l'interlocuteur, en fait, mais le mépris, mais très caractérisé. Même à un moment, j'ai vu dans des échanges, il dit, laissez-moi parler. Alors que monsieur Normand, là, quand je le vois sur les autres chaînes, je le regarde sur TV5 et tout ça, mais il m'avait l'air pourtant, monsieur, quelqu'un réservé et puis correct. Enfin, mais c'est ce que j'appelle l'inconscience. C'est-à-dire que quand il a affaire à un négro, un africain, donc là, quand l'Africain il est dans une posture, comment dire, de soumission, comment dire, d'aliénation, de complexe, là ça l'intéresse, là ça lui plaît. Mais là, le professeur Nyamsi, compte tenu de son rang, compte tenu de sa qualité, de son expérience, eh ben, il apporte les contradictions, il le corrige même très souvent, et lui, il trouve le moyen de se montrer comme ça, comment dire, condescendant. Voilà. Bon, maintenant quand je vois ça, je me dis quoi? Je dis, mais écoute, si le professeur Nyamsi, qui a un certain niveau, qui a de l'expérience, même qui enseigne ici en France, à Rouen, qui est docteur en philosophie, bon, qui est un universitaire, bon. Mais j'ai dit, mais si lui, face à vous, Normand, vous êtes normalien, vous êtes ingénieur agronome, vous avez fait l'ENARC, voilà, eh bien si vous n'avez pas de respect pour lui, mais moi, quand je dis, faut pas y voir parce que je dis, ces gens-là, ils ont pour avoir les diplômes, la différence entre eux, moi, c'est que eux, ils sont dans le mensonge, moi, je suis dans la vérité, voilà. Et là, c'est énorme, parce que si vous voulez, de quoi on parle là? Si c'est eux, Normand, son business privé, eh ben, il a gagné. Mais par contre, s'il s'agit de défendre l'intérêt général, il a zéro. On est d'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc moi, là-dessus, j'ai mentionné très bien, puisque moi, je serais bien placé pour gérer ce qu'il faut, pour que tout le monde soit gagnant. Parce que c'est ce qu'il faut dans un domaine comme ça, quand tu es nommé ambassadeur, quand tu es nommé, comment dire, je sais pas, à un titre, à un poste qui relève du public, hein, pour servir l'intérêt public et l'intérêt général, eh ben, tu dois faire de manière à ce que il y ait satisfaction pour tout le monde, et non pas pour un groupe de personnes là, une ultra minorité, un groupuscule qui escroque le peuple. Voilà, c'est de ça dont il s'agit, ces gens-là. Et je vous dis, c'est impressionnant parce que les sujets qui sont abordés, c'est le débat au départ, c'est comment dire, le problème du djihadisme, voyez-vous. Et le professeur Nyamsi, d'entrée de jeu, quand il prend la parole, il explique qu'est-ce que c'est que comment on appelle ça, le djihadisme selon lui. Et ce qui est fort intéressant, c'est que, là je vous la fais court, il parle de, en fait, le djihadisme, il intègre en fait la question de l'esclavage des Africains. Il intègre la question du colonialisme, le colonialisme de l'Afrique. Et il intègre la France-Afrique, tout ça, progressivement. Voilà. Et donc il dit, quand on nous parle du djihadisme aujourd'hui au XXIe siècle, non, c'est beaucoup plus loin que ça. Or, quand son interlocuteur, en l'occurrence M. Nicolas Normand, l'ancien diplomate français,
quand lui, il prend la parole, jamais il revient là-dessus, alors que le professeur Niamsi lui posait la question, répondez-nous. Il ne répondait pas. Mais c'est volontaire, hein, c'est du déni, c'est du mépris, très clairement. Vous voyez? Et même à un moment, il a menacé de partir, mais très rapidement. Parce que il a accusé d'ailleurs le professeur Niamsi à plusieurs reprises comment on appelle ça? Il a dit vous êtes dans le complotisme. Bon. C'est là maintenant je dis, moi, voilà, vous voyez, quand je dis voilà, le mec, j'ai pas le diplôme qu'il a, c'est vrai, hein, aussi bien monsieur Lénarque et puis comment on appelle ça, ingénieur agronome, ou bien qu'est-ce qu'il y a encore, il a fait normal sup, voilà. Et, ou le professeur, comment on appelle ça, Niamsi avec son doctorat, comment dire, en philosophie, j'ai dit voilà, malgré que je sais pas ça, mais moi voilà ce que je dis. Quand tu me sors l'histoire de complotisme. Et c'est là que j'ai dit, les frères, si c'était fair play, mais sors ça, dis, j'ai un frère là, ça s'appelle Djoubian. Il dit, le complot, il est inhérent aux relations humaines. Bon, messieurs, quel que soit le diplôme que vous avez, qu'est-ce que vous ajoutez par rapport à ça? C'est tout, hein? C'est inhérent aux relations humaines. C'est-à-dire que depuis, je sais pas, depuis que l'être humain existe, voilà. Peut-être même, voilà, je vais plus loin maintenant, mais en tout cas, peut-être même dans l'espèce animale. Je veux dire, au sens où les animaux, il y a des complots. Quand ils sont entre eux. Là, je vais loin. Bon, je suis peut-être imprudent. Mais ce qui est certain, c'est-à-dire là, je parie 100% que les relations humaines, donc le complot, il est inhérent. C'est-à-dire qu'il est lié. C'est pas possible. Maintenant, où j'enfonce le clou, je dis, il y a les petits, il y a les moyens et il y a les grands complots. Maintenant, eux, les mourants, là, les adeptes de l'OTAN, là, eux, ils sont dans les grands complots. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils prennent en otage notre esprit. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est ce que j'appelle le terrorisme intellectuel. Voilà, c'est ça. Terrorisme intellectuel, tout simplement. Donc, j'ai dit que quand on arrive à cette phase-là, où lui, à plusieurs reprises, il a accusé le professeur Niamsi de complot, et ça a agacé d'ailleurs le professeur Niamsi, parce qu'il a dit, arrêtez, hein, je suis correct avec vous, restez correct. Vous voyez? Mais moi, j'ai dit, mais balance, dis-lui, monsieur. Mais bon, là aussi, pareil, moi, pourquoi je suis à l'aise, c'est que c'est là la liberté, C'est-à-dire que je dis, je suis plus libre que Niamsi, je suis plus libre que Normand. Voilà ce que je dis. Oui, parce que il faut être libre pour pouvoir sortir ça, parce que c'est du lourd, là. Alors on me dira, on n'a pas la science infuse, c'est vrai, mais en même temps, comme on a l'heure d'Internet, Niamsi, il regarde peut-être pas comme moi aussi, je n'aurais pas tout le temps ses vidéos. Là, ça m'a intéressé parce que voilà. C'est-à-dire que je préfère ça plutôt que quand il fait tout seul son truc là, parce que je sais déjà ce qu'il pense et tout ça. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis c'est surtout qu'il est soutien de Guillaume Soro, c'est ça qui me dérange chez lui, et c'est pour ça que voilà, j'ai pas envie de regarder trop ses vidéos. À vrai dire, c'est ça, hein. Sinon, j'ai jamais remis en cause, je veux dire, sa qualité. Reprenez mes vidéos passées, vous allez voir, je dis souvent, je dis non, il a ses diplômes régulièrement, il est qualifié, il n'y a pas de problème. Hein. Donc voilà, là-dessus, je me veux honnête, et c'est pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo aujourd'hui, et de dire que quand vous regardez dans le contenu, il y a un autre point aussi qui a été abordé, c'est l'histoire des bases militaires. D'ailleurs, l'intro que j'ai montré là. J'avais l'embarras du choix parce que j'avais plusieurs trucs à prendre pour mais j'ai mis celui-là comme ça. Mais sinon, j'avais d'autres parties où il est méprisant aussi par rapport aux dirigeants africains. Et du coup, je me dis quoi? Je me dis souvent, je dis, mais c'est ça qui est problématique pour les gens comme Macky Sall, les gens comme Alassane Ouattara, les gens comme Sassou Nguesso, ainsi de suite, Bazoum, qu'est-ce qu'il y a encore Bongo père et fils, comment il s'appelle l'autre du Togo là, père et fils, hein, Yassimbe et Adema et puis Fort Yassimbe, voilà. Eh bien, ils ont du mépris. Lui, il a été ambassadeur pendant plusieurs années dans différents pays, donc il a une certaine expérience dans la diplomatie. Mais sauf que, dans ses explications concernant le Mali, il disait que, en fait, quand Ibeka était au pouvoir, Ibeka ne communiquait pas suffisamment. Et c'est ça où j'ai dit, mais voyez où ils sont terribles. Et j'ai dit, il faut arrêter de penser qu'ils vont changer. D'ailleurs, je pense que la vidéo que j'ai faite, elle est suivie sur Achille Mbembe. Parce que lui, il dit quoi? Il dit, on ne peut pas tout jeter. Mais on n'a jamais dit qu'on a tout jeté, on dit simplement, on va faire le tri. Or, eux, ils ne veulent même pas. Eux, ils veulent le statu quo. C'est ça qu'ils veulent. C'est-à-dire que rien ne change, et donc tout à leur bénéfice jusqu'à la fin des temps. Donc c'est ça aussi, c'est simple à comprendre. Vous comprenez? Donc ce que je veux dire, c'est que on est dans cette situation-là où, quand il parle des bases militaires, par rapport à son expérience, par rapport à sa fonction de diplomate, hein, tout ce qu'il a comme j'allais dire, attribut là, mais il sait très très bien qu'est-ce qu'il en est du nombre exact des bases militaires françaises. C'est-à-dire les bases permanentes et puis les bases comme ça, temporaires, hein, qui se baladent partout. Et comme dirait la sœur Niambe, elle dit sans domicile fixe. Mais c'est impressionnant. Donc on s'est dit quoi? On s'est dit, bon, le français qui n'est pas qualifié, qui n'a pas un niveau, pour que lui il s'exprime comme ça, on peut avoir une certaine circonstance atténuante. Je dis bien une certaine circonstance atténuante. Mais lui,
compte tenu de les postes qu'il a occupés en tant que diplomate, hein, et pas comment on appelle ça, conseiller, hein, parce que c'est pas, lui, ambassadeur, il a le titre d'ambassadeur, donc c'est hein, le top. Et surtout quand on est dans un pays africain, ces gens-là, ils ont beaucoup plus de pouvoir que les dirigeants africains. Donc vous imaginez, et c'est ce que je dis souvent, mais il y en a beaucoup comme ça qui sont paradis sur terre en Afrique. Paradis sur terre, très clairement. Et voyez-vous, donc ils refusent les débats parce qu'ils savent qu'il est question de les mettre à nu. Et là, le professeur Niamsi l'a mis à nu en permanence. Mais simplement, comme ils sont sans foi ni loi, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Ah, mais bien entendu. Non, parce que quand tu as une certaine morale, enfin, hein, en fait, tu te ressaisis et puis tu ne fais pas n'importe quoi. Alors que eux, ils sont sans foi ni loi. En fuite, en avant, permanent. Hein? Ils font tout pour tout, dire tout et son contraire. Et d'ailleurs, j'ai regardé un petit peu là, je crois qu'il a créé une fondation ou machin, ou une association où il est pour les amis du Mali. En fait, les chefs d'État là, qui sont leurs serviteurs, c'est-à-dire quelqu'un qui joue le rôle de, comment on appelle ça, j'allais dire les nègres de maison, qui sont les, comment on appelle ça, qui sont dans le militantisme de la servitude volontaire, ces gens-là, ils font tout pour la France pendant des décennies, hein, et puis après, ben, la France, elle procède comme l'image qui ressemble, hein, c'est, comme on dit, on te presse comme un citron et puis après on te met à la poubelle. Même, je dirais même que ça, c'est encore, parce qu'ils font même pire. Oui, parce que quand je pense à ça, je pense par exemple aux histoires de, comment on appelle ça, les gens comme Omar Bongo, quand il est vieillissant, il demande à venir en France pour se soigner, il dit non, 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 tu rentres pas dans le sud, tais-toi français. Alors que toute sa vie, il a servi la France, premier point. Il n'y a pas que lui, hein. Aujourd'hui, pour parler plus récent, hein, c'est Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, il est caché en Côte d'Ivoire là-bas depuis 2014, et c'est l'armée française qui l'a exfiltré. Donc, il faudrait se demander pourquoi il exfiltre. Il exfiltre parce qu'il a rendu tellement de services que ça, c'est un minimum à faire. Donc, ils épargnent sa vie. Alors que je dis, il aurait fallu ne pas vous mêler. Vous laissez la jeunesse burkinabé s'occuper de lui. Oh là non. Ils sont dans ce truc-là où on les prend la main dans le sac, mais ils nient. Non, mais psychologiquement, mais attendez, moi je dis, j'ai la prétention d'être un être humain, mais je dis, mais ces gens-là, moi je suis gentil, hein, je dis, hôpital psychiatrique, on va te soigner. Mais bien entendu, non, mais c'est des malades. À un moment donné, il faut arrêter. On te prend la main dans le sac et tu continues à nier. Mais tout ça s'explique, hein, parce que justement, comme ils ont des gens comme Alassane Ouattara, quand ils ont des gens comme Bazoum, quand ils ont des gens comme Macky Sall, vous comprenez bien que ça permet justement de tenir ce rang-là, de continuer dans cette posture. Bien entendu. Voyez, donc, base militaire, il ne dit pas les nombres, alors qu'on sait très bien, hein, les plus connus, c'est Abidjan, une base très très importante, logistique, depuis Houphouët-Boigny, au Gabon, voilà, Libreville, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en avait en Centrafrique, et puis le président Touadéra, bon, il les a fait expulser, bon, mais ils sont toujours autour de lui là, parce qu'ils ne veulent pas lâcher, mais c'est pas possible, parce qu'il y en a 15. Sur les 15, je vous dis pour l'instant, ceux qui sont vraiment en tête de peloton, hein, la locomotive c'est le Mali, ensuite le Burkina, et puis la République centrafricaine en troisième, je mets, et puis la Guinée en quatrième, voilà, hein, les différents là. Bon, les drapeaux sont là, bon. Hein, y compris les Comores, bon, les 15 du franc CFA. Donc j'ai dit, les bases militaires, mais la base militaire de Djibouti, mais c'est une vieille base. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il parle des autres bases en disant, voilà, mais on n'est pas les seuls, la Djibouti c'est particulier. Non, 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 non. Moi, comme je dis toujours, ma religion c'est la vérité et la justice, je dis, voilà, premier arrivé, premier sorti. Parce que quand c'est comme ça, je dis, mais dites-moi, à quelle date la France s'est installée à Djibouti? Bon. Et à quelle date s'est installée les États-Unis? À quelle date s'est installée la Chine? Ainsi de suite. Voilà, les grandes puissances qui ont leur base à Djibouti. Donc, là aussi, pareil, ça ne dépend pas de moi, mais si ça dépendait de moi, je dis, voilà comment je procède, moi. Premier arrivé sur la terre africaine, premier sorti. Donc, les Français, je pense que vous êtes les premiers à vous installer, et bien vous êtes les premiers à partir. Et puis les autres vont partir aussi. Parce que vous prenez en otage, hein, simplement le peuple africain. C'est tout. Vous les prenez en otage. Mais des trucs aussi. Quand tu dis, mais ils ont fait des... Quand je dis toujours, je dis, mais heureusement que ce n'est pas la panacée, hein, le nombre de diplômes. Mais bien entendu, la démonstration est faite. Regardez les arguments que j'avance là. Je dis, mais que ce soit M. Niamsi, que ce soit M. Nicolas Normand, ils regardent ça, s'ils sont honnêtes intellectuellement, ils disent, M. Mention, parce que tu as bien compris. J'ai compris le jeu. Donc, il faut arrêter. Et moi, ce que je voudrais, c'est que la vérité triomphe. Et comme dit justement le célèbre et grand monsieur Cheikh Anta Diop, hein, qui disait, hein, à connaissance égale, hein, la vérité triomphe. C'est-à-dire que le sujet dans lequel on est en train de traiter là, moi, la vérité, elle triomphe parce que il y en a, par moments, ils vont tourner autour du pot. Non! Niamsi, son problème, c'est Guillaume Soro. Donc là, je le cale. Normand, là, lui,
dans une posture de vieille France. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas compris que nous sommes au XXIe siècle, donc il est resté bloqué au XXe siècle. Et quand je dis XXe siècle, je suis gentil, hein, parce qu'il y en a d'autres même qui sont restés au XVIe siècle. Voilà. Donc je dis qu'il ne comprend pas. Là, on est dans un changement, mais radical. Et il est largué, donc il passe son temps à mentir, à redire les mêmes choses. Et attendez, je poursuis. Là, je vous la fais encore court, sinon la vidéo risque d'être très très longue. C'est le renversement du guide libyen, hein, le colonel Kadhafi. Eh bien, lui, il dit que ce sont les Libyens qui se sont détruits eux-mêmes. Quand j'écoutais l'émission, je me suis dit, mais à ce niveau-là, mentir comme ça, mais là, ça relève de la psychiatrie. Allez, rentre dans l'hôpital là-bas, on va te soigner. Et je dis, c'est dans la moindre mesure. Hein. Pourquoi? Mais parce que, écoutez, quand je dis que la France, en matière démocratique, n'est même pas qualifiée, mais bien entendu, parce que regardez, en ce qui concerne le renversement du guide libyen, j'ai déjà fait des vidéos dans le passé, ceux qui me découvrent, je vais en reparler, eh bien, au Parlement britannique, en Angleterre, en Grande-Bretagne, mais à l'époque avec David Cameron, les députés de son parti, ils ont voté pour l'accuser. Pour lui dire que vous êtes parti en vadrouille, hein, Nicolas Sarkozy et toi, là-bas en Libye. En vadrouille, ça veut dire, il n'y a même pas quelque chose qui a été fait sérieusement, et donc du coup, là, aujourd'hui, on paye hein, les frais. Le nombre de morts, dégâts humains d'abord, et ensuite dégâts matériels. Et à plus les effets secondaires. C'est-à-dire que là, le fait que maintenant, là, c'était voulu. Hein, et tout ça a été étudié depuis les années 50. C'est ce que je dis. J'ai dit, rappelez, enfin, j'ai déjà dit, hein, j'ai dit, dans les années 50, il y a une interview de Faute-Boigny, hein, en 1950 et quelques, eh ben, c'est en noir et blanc. Oui, il s'exprime qu'il y a des richesses là-bas. Le désert, là, avec le partagé entre le Mali, l'Algérie, c'est très très riche, le sous-sol. Donc du coup, à l'époque, quand lui s'exprimait, il disait que c'est les moyens qui manquaient à cette époque-là, au XXe siècle. Au XXIe siècle, il y a les moyens. Simplement, comme ils sont dans leur paradigme de capitaliste, c'est-à-dire que là, tu es riche, t'es pauvre, t'es pauvre. Non mais c'est humain ça? Est-ce que c'est humain? Voilà, faut me dire. C'est pour ça que je dis que tous ces gens-là avec plein de diplômes qu'ils ont, ils sont dans l'escroquerie morale, bien entendu. Très clairement. Puis après, l'escroquerie matérielle, ça dans un second temps. Bon. Donc, au fond, là, revenir sur l'assassinat du guide libyen, le professeur Nicolas, Franklin Niamsi plutôt, lui, il disait très clairement les choses, mais de manière factuelle là encore, hein, et que c'est une démarche des Occidentaux pour, comment dire, embrouiller les gens et piller les richesses des Africains. Je la fais court, mais c'est ça, il explique ça en bon français, bon. Mais c'est ça. Et que le guide libyen, on l'a éliminé parce qu'il avait des projets énormes qui remettaient en cause l'hégémonie occidentale et française, notamment. C'est-à-dire le fait qu'il voulait faire sauter le franc CFA en créant une monnaie africaine. Hein? Dinar or, c'est-à-dire sa monnaie à lui et mettre l'équivalent. Et puis les Africains, comme ça, ils allaient pouvoir émerger réellement, et non pas l'émergence de M. Ouattara folklorique. Vous comprenez? N'importe quoi. Non mais, c'est dingue, hein? Ah mais, je vous dis, c'est très très intéressant là comme truc, mais à plusieurs niveaux, voilà, les échanges qu'il y a eu. Mais c'est surtout que je dis que, des fois, il faut faire preuve de patience, parce que moi, il y a des fois quand je vois... Parce qu'en face, Nicolas Normand, mais il était de mauvaise foi, il faisait du déni, mais on dirait, il ne peut pas dire autrement, mais dans ce cas-là, je dis, je comprends pourquoi il refuse les débats. Ah mais très clairement, là, c'est flagrant. Parce que on sentait chez le professeur Niamsi qu'il avait envie de débattre tout naturellement. Ça, c'est même, j'allais dire, la vocation d'un intellectuel. Il faut débattre. En tout cas, intellectuel honnête. Parce que ceux qui refusent de débattre, ça pose problème. Ils veulent se parler à eux-mêmes, ou alors qu'est-ce qu'ils veulent faire encore? Parler à des gens qui ne sont pas informés, et donc ils vont dire n'importe quoi, et ça va être gobé. C'est ça, en fait. Vous voyez? Et je vous dis, moi, mon expérience dans ce pays, j'ai vu à l'époque, il y avait une émission qui passait très tard, c'était animé par Frédéric Tadei. Et j'ai eu l'occasion d'aller même 2 fois là-bas dans son émission en tant que spectateur et je l'ai interpellé. Et c'est ça qui est bien ici, les choses sont simples. Je parlais avec les garçons bien élevés et je lui ai dit, écoutez, vous, c'est intéressant votre émission, sauf que vous invitez plein de gens qu'on ne voit pas ailleurs et je vous félicite pour ça. En revanche, j'ai cité des noms et il m'a dit non, il y a un là, il a dit non. Bon, Thierry Messant, je lui ai dit voilà. Thierry Messant, parce que Thierry Messant à l'époque était le premier qui avait écrit sur, comment on appelle ça, le 11 septembre. Et donc il avait titré, un des premiers avait écrit, il dit l'incroyable imposture, voilà. Donc moi j'ai fait exprès, parce que j'adore ça. J'ai dit, mais comme moi c'est concours de vérité, donc dis-moi la vérité. Hein. Mais il a été honnête, il dit non, pas lui. Bon, en fait, aussi comprenne qui veut, comprenne qui peut, parce qu'on est dans du très lourd là encore. Bon. Donc il y a des choses qu'on peut pas dire, sinon YouTube va couper, donc c'est pour ça. Donc on va rester un peu soft. Malheureusement, hein, bon. Mais voilà, je vous dis quand c'est comme ça, si on se fout dans le privé, là, je peux vous dire. Enfin bon, bref. Donc pour revenir, pour dire que franchement, c'est hyper intéressant, là, ces échanges-là qu'il y a eu. Et au fond, la leçon à tenir, c'est, je dis, l'élite française, non, il faut attendre des générations, hein, parce que là, les générations qui sont là, hein, ils sont nourris dans l'esprit que l'Africain, ben, c'est un esclave éternel. Et que l'Afrique,
le continent doit servir de réserve. Hein, on va se servir tranquillement comme on veut. Et d'ailleurs, j'avais oublié, c'est que dans un de tout ce qu'il avançait comme argument, il disait que, de toute façon, et ça c'est pas lui seul, hein, et tous, la plupart, c'est les relations que nous avons avec l'Afrique, là, qu'on exploite, c'est 3% au niveau commercial. 3%. Et il dit, voilà, si on veut dire qu'on a vraiment des relations commerciales sérieuses, ça va être les pays qui ne sont pas dans le franc CFA. Vous imaginez l'humiliation? Mais c'est terrible. Et le mec, en 2023, il le dit. Donc, alors, je rappelle encore pour ceux qui ne savent pas, les pays que la France prend au sérieux, c'est ceux qui sont dans sa zone. C'est le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Angola. Voilà. C'est les 3 pays qui considèrent importants en Afrique noire au niveau des commerces extérieurs. Mais quand on réfléchit 2 secondes, on se dit quoi? On dit, mais c'est normal. Le franc CFA, c'est gratuit pour eux. C'est gratuit. Voilà, ça leur appartient. Donc, il est inutile de le compter. Et c'est ce qu'ils font. Et donc, c'est violent quand dans cette situation. En fait, quand je dis c'est violent, c'est quand tu as compris. Parce que beaucoup n'ont pas compris, c'est pour ça que ça traîne. Hein. Et ils ne veulent pas que les gens comprennent, c'est pour ça qu'ils refusent les débats. Et bien entendu. Maintenant, chacun de nous, comme tu dis, on est à l'heure d'Internet, on est à l'heure des réseaux sociaux. Il faut que chacun fasse des recherches et puis trouve les choses. Parce que si tu cherches, tu vas trouver. Surtout aujourd'hui, avec Internet, il y a tout. Franchement, à volonté. Hein. Le meilleur comme le pire. Maintenant, c'est à toi, avec ton intelligence, de faire le tri. Bien entendu, bien entendu. Vous comprenez? Donc, ce monsieur, franchement, avec ce qu'il a eu comme échange avec le professeur Niamsi, là, j'ai dit, finalement, ça me pousse à ne plus regarder, parce que je fais des efforts à regarder encore, parce que j'ai dit, moi, je sais où j'en suis, donc je peux regarder. Parce que si vous voulez, le problème, c'est, quand vous ne savez pas où vous en êtes, quand vous regardez, vous pouvez vous basculer. Alors que moi, que je sais où j'en suis, voilà, donc quand je regarde, je sais distinguer, discerner, hein, comprenez? Mais j'ai dit, malgré ça, quand je vois son attitude de déni comme ça, flagrant, et puis les années avancent et puis ça change pas, j'ai dit, mais non, mais même plus envie de regarder RFI, même plus envie de regarder France 24. Voilà, parce que je dis, souvent, c'est ce qu'ils font, ils s'invitent entre eux, l'entre-soi, et puis ils se font plaisir. Et du coup, ils insultent l'intelligence des Africains en premier, et l'intelligence des Français. Hein. Bon, alors là aussi, pareil, ça, c'est les Français qui insultent en premier, je pense, moi, personnellement, et puis les Africains dans un second temps. Ah oui, parce que je dis, cette élite-là, elle méprise son peuple, le peuple français, il les méprise. Très clairement. Parce que regardez, comment on appelle ça, comment on appelle ça, quand il y a des manifestations et puis les violences policières. C'est même rappelé là, je vais faire une vidéo là, si j'ai le temps, pas aujourd'hui, oui, j'ai prévu. Parce qu'il y a l'ONU qui s'en mêle pour une seconde fois, parce que l'ONU s'était déjà mêlé en 2019, rappelez-vous, avec Mme Bachelet qui est ancienne présidente du Chili, et qui avait interpellé, elle est présidente à l'ONU pour les droits de l'homme, là, bon, en disant que la France, calmez-vous, vous allez trop loin. Mais ce que j'observe, c'est quoi? C'est que je dis, regardez, quand c'est la France, quand ils font les communications, ils disent, faites un effort pour respecter les droits de l'homme. Alors que quand c'est d'autres pays, on dit, allez, on sanctionne tout de suite, parce que tu n'as pas respecté les droits. Donc, vous voyez, là aussi, pareil, je dis, mais on insulte l'intelligence des gens en permanence, en permanence. Donc, il appartient à chacun maintenant d'assumer, hein. Si tu dis que tu es honnête, en tout cas tu es un être humain, on doit te respecter, ben donc tu dis, allez vous faire foutre, excusez-moi. Non mais c'est ça que je veux dire, moi en tout cas moi c'est comme ça que je me comporte. Hein. Je dis non, pour moi tout le monde doit être respecté, évidemment, évidemment, parce qu'il n'y a aucune raison. Tout le reste c'est que de l'escroquerie, très clairement. Escroquerie morale et matérielle comme je dis souvent. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire là pour cette vidéo là concernant le professeur Niamsi, qui est dans une situation, je vous dis, c'est terrible, hein, même les Français eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils savent sa valeur. Et donc vous comprenez que quand ils ont coopté récemment là, Achille Bembe, qui est camerounais comme lui, hein, Achille Bembe, intellectuel, enseignant aussi, historien, et philosophe, politologue, tout ce que vous voulez, voilà, qui enseignait tranquillement en Afrique du Sud pendant 15-20 ans, et puis là tout récemment ils l'ont récupéré. Donc eux, les Français, ils observent toute l'élite africaine. Et donc, ils vont maintenant approcher les uns suivant le tempérament, suivant le caractère, qui est ce qui est le plus facile à corrompre. Le cas de Niamsi, pourquoi j'ai fait la vidéo justement, c'est que quand je réfléchis, je dis, mais c'est terrible là, sa situation. Parce que Guillaume Soro, il est un soldat, il est leur soldat. Il le garde, c'est hypothétique. C'est-à-dire que c'est vrai que plus les années avancent, plus c'est difficile. Mais normalement, les services secrets, ils savent où il est. Ils le gardent bien au chaud. Et puis même d'ailleurs, regardez, l'anecdote, c'est que récemment, il y a quelques mois, ils ont bloqué son compte épargne vie. Hein, voilà, et ça c'est des signes pour lui dire, bon voilà, hein, on va te lâcher là, on n'en est pas loin. Mais c'est comme ça qu'il procède depuis fort longtemps. C'est pour ça que je dis, mais viens vider ton sac, Soro. Hein, Guillaume Soro, videz votre sac. Vous et Niamsi là, hein, votre association là, vous videz votre sac. C'est-à-dire, dites aux Africains, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la conséquence, c'est que c'est au risque de votre vie. Mais moi je dis, je maintiens ça parce que je dis, vous voulez que les enfants des autres, hein, les enfants d'autrui, eux, ils prennent des risques, ils se sacrifient, et puis vous, au nom de quoi vous allez rester? Non, parce que vous êtes responsable. Personne ne vous a
en tant qu'adulte, vous avez fait poser des actes, il faut les assumer maintenant. C'est ça dont il s'agit, très clairement. Voilà. Donc je termine là. Et puis de vous dire que voilà, pareil, hein, là, on va finir maintenant à chaque fois, c'est les t-shirts qui sont disponibles. Et je vous dis, c'est moi-même qui finance mes propres fonds, donc vous pouvez les commander. Mais je vous le rappelle encore, c'est facile pour les t-shirts blancs. Et ceux qui sont des différentes couleurs, c'est beaucoup plus difficile. Enfin, en gros, ça met beaucoup plus de temps. Voilà. C'est-à-dire que si vous commandez les t-shirts blancs, ça va aller vite. Et si c'est les autres couleurs, ça met plus de temps. C'est tout. Et puis merci à ceux qui ont commandé déjà. Et puis voilà, voilà l'adresse où vous pouvez commander. C'est ça. Hein? Donc 15 € les t-shirts et puis 30 € les sweeps. Merci à vous tous pour votre attention et puis à très bientôt. Hein? C'est un plaisir. On lâche rien parce que c'est nous qui avons raison, très clairement.